Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de l'IA. Le sujet du jour, c'est l'IA et la finance d'entreprise. L'IA arrive dans la finance d'entreprise et transforme les métiers. Comment les professionnels s'adaptent, quelles nouvelles opportunités se créent. J'ai avec moi trois super invités, Jean-Marc, Mathieu et Jonathan. Jonathan, expert comptable associé et commissaire aux comptes chez Eurodit. Jean-Marc, qui est directeur des opérations chez France Fourniture et fondateur de La Place Pro. Et Mathieu Mola, CEO et fondateur d'Airporting, CFO externalisé à temps partagé. Alors on va commencer avec toi Jonathan. Jonathan, toi tu es expert comptable associé chez Eurodit, c'est bien ça? Tout à fait. Donc, bonjour à tous, Jonathan Guénaud. Donc, comme tu l'as dit, expert comptable associé, également commissaire aux comptes. Nous, on est basé à l'île de la Réunion. Donc, on a un cabinet qui accompagnons des TPE, des PME, des artisans, des groupes familiaux, mais aussi des structures innovantes. Et notre force, c'est la proximité, la réactivité, le fait qu'on soit toujours dans une logique d'accompagnement avec nos clients, comprendre ce que vit le dirigeant au quotidien et lui apporter des solutions opérationnel. Donc aujourd'hui, on est autour du micro, si je puis dire, pour parler de l'IA et nous l'utilisons déjà au quotidien. Bah justement, c'est quoi les tâches chronophages que tu as pu soit automatiser, soit sur lesquelles l'IA t'aide beaucoup, ou vous aide beaucoup dans ton cabinet? Alors, il y a les tâches chronophages sur la partie cœur de métier au niveau de la comptabilité. Donc par exemple, les rapprochements bancaires et le lettrage, ce sont pas des tâches à forte valeur ajoutée, mais c'est énormément chronophage, ça prend du temps. Donc avec les bons outils, nous en l'occurrence, on est sur Pennylen. Bon, aujourd'hui, la plupart des outils le font, mais c'est automatisé. On se concentre uniquement sur les anomalies. On a la révision comptable. Donc, l'IA repère les incohérences, les doublons, les écritures inhabituelles. Et aujourd'hui, au lieu d'y passer 2, 3 heures, on commence notre revue avec les listes d'alerte. Donc ça, c'est pour la production comptable. Bon, il y a d'autres choses, reporting financier, tableau de bord, suivi de trésorerie, analyse de marge. On a autre chose que moi j'utilise personnellement au quotidien qui me fait gagner beaucoup de temps. C'est aujourd'hui, par exemple, quand on lance une application de transcription sur le visio, mais j'utilise aussi sur mes rendez-vous physiques avec le téléphone qui enregistre. Alors je préviens par exemple mon prospect, je lui demande si je peux l'enregistrer. Et j'ai des analyses, pas juste de la retranscription, mais des résumés qui doit faire quoi au terme du rendez-vous, ce que le client il doit me faire comme feedback et moi ce que je dois euh, lui retourner comme document ou ce que j'ai comme travaux à faire. Et ensuite, on a tout un tas d'autres choses, hein, synthèse de documents et préparation des déclarations fiscales aussi aujourd'hui. L'IA nous aide à automatiser un peu tout ça. D'accord, et tout ce gain de temps, est-ce que, le gain de temps que ça te permet, de dégager ou l'amélioration de la qualité, en fait, est-ce que tu accompagnes différemment tes clients? Si je compare, l'année, je sais pas 2021-2022 avec l'année 2025? Ce qui a changé par rapport à il y a 3, 4 ans, Ouais, c'est ça. bah, je suis peut-être un peu moins devant mon ordinateur. Alors, est-ce que c'est vraiment le cas? Je suis en train d'y réfléchir. Je suis plus sur de l'analyse et du conseil. Alors nous, par exemple, dans le métier, ça fait 30 ans qu'on nous parle de la digitalisation et du conseil. Et en fait, bah, ça fait pas 30 ans personnellement que je suis dans le métier, mais je pense que ça fait au moins 30 ans qu'on en parle, sans qu'il y ait eu vraiment de grosses révolutions. Et en fait, la révolution, c'est maintenant qu'elle se passe. Alors, il y a l'intelligence artificielle, mais il y a autre chose qui est en train d'arriver dans la profession. Ça fait 4 ans que c'est dans les tuyaux. L'État commence seulement à en parler un petit peu. C'est la facturation électronique. Et en fait, ces deux-là combinés, ça chamboule beaucoup de choses. Et du coup, pour répondre à ta question, Yacine, je perds moins de temps. J'automatise beaucoup plus de choses qui me permettent de me dégager plus de temps pour faire plus de conseils aux clients, pour décrocher mon téléphone ou faire des rendez-vous. Alors, je me mets à la réunion, ça me laisse pas plus de temps pour aller à la plage. Je trouve toujours de quoi faire et on est toujours autant chargé, mais on dirige notre effort sur peut-être des actions à plus forte valeur ajoutée. Du coup, avec tous ces outils aujourd'hui qui existent, je pense que les clients,
ils nous attendent un peu plus au tournant sur tout ça, en fait. Il faut qu'on soit plus réactif D'accord. sur la production des états, sur le conseil, voilà. Et donc là, on a parlé de tes clients et tes collaborateurs, eux, qu'est-ce qu'ils en pensent? Alors, bah, déjà, plus de réactivité. On se retrouve avec moins de charges de travail en période fiscale. La période fiscale, si vous voulez, c'est les 4 premiers mois de l'année. On travaille encore sur les comptes de l'année précédente. On a encore beaucoup de cabinets qui arrivent au terme des échéances et qui sont un peu, qui ont la tête sous l'eau. Nous, nous, on anticipe de plus en plus. On a des productions qui sont plus en temps réel. Donc ça soulage. Bon, déjà les clients sont contents, mais les collaborateurs. Euh, on a un meilleur accompagnement, des explications plus claires aussi, peut-être autant à la fois pour les clients que les collaborateurs. Et on est beaucoup plus dynamique sur tout ça. Et donc au niveau des collaborateurs, c'est très positif. Déjà le fait d'avoir des outils modernes, ça donne une bonne image du cabinet. Quand je vois beaucoup de confrères qui ont des difficultés de recrutement, chez nous, c'est pas vraiment le cas. Alors, on a mis aussi en place d'autres choses. Et du coup, les collaborateurs, ils passent moins de temps sur les tâches répétitives, plus de temps sur de l'analyse, de l'échange avec le client. On a de la montée en compétences. Top. Et si tu devais citer un outil que tu recommanderais en tant qu'expert comptable, ce serait lequel? Un outil IA, à base d'IA? Alors, c'est pas un outil purement IA, mais en tant que professionnel du chiffre, moi, ce que je recommanderais, c'est Pennylen, qui est peut-être pour moi le premier à avoir embarqué l'IA dans ses process et dans le logiciel de production. Surtout, alors, il y a beaucoup de TPE, PME qui sont peut-être encore sur des logiciels qui ont 40 ans. Je sais pas, je pense à de l'EBP, du Sage, et il y en a d'autres. Pour moi, c'est des logiciels qui sont plus au rendez-vous aujourd'hui, qui sont très bons sur le basique, le débit crédit, mais vous avez des logiciels type Pennylen, euh, ou Time voilà, c'est le logiciel que je recommande. Et après, D'accord. sur un autre outil de manière générale, pas tant sur la fonction comptable, ce que je viens de parler juste avant, c'est des outils comme Firefly ou Lexi pour la prise de notes, les rendez-vous, les visios, quand vous passez 30 minutes à faire des résumés de rendez-vous, bah là, vous le faites en moins de 2 minutes. Je suis entièrement d'accord. J'aime bien Fireflies aussi, Ouais. je l'utilise. Et si j'avais une Heu, petite citation à dire, Yacine, pour revenir aux collaborateurs, alors c'est un sujet peut-être qui peut faire peur. Est-ce que l'IA va remplacer notre métier? Il y a des métiers qui sont plus impactés que d'autres et le métier comptable l'est particulièrement. Je pense que l'IA remplacera pas les cabinets en tout cas à échéance proche, mais pourra remplacer ceux qui ne l'utilisent pas. Enfin, mais ça posera un problème. déjà, ne Ouais, serait-ce qu'en termes de responsabilité, l'expert comptable, il a une responsabilité. Déjà, on peut pas donner cette responsabilité à une IA, une responsabilité juridique. tout à fait. Et ben, passons à Jean-Marc. Jean-Marc, toi, tu es directeur des opérations chez France Fourniture. Tu es aussi fondateur de la Place Pro. Voilà, qu'est-ce que c'est que la Place Pro? Alors, oui, on va procéder dans cet ordre-là, si tu le souhaites. Alors, la Place Pro, c'est un projet qui démarre tout juste, hein. C'est un espace qui est voulu pour finalement accueillir des prestations, des prestataires et des expertises à destination des TPE, PME. Tout à l'heure, Jonathan justement soulignait les caractères structurels des entreprises et les besoins ne sont pas les mêmes, je dirais, à certains niveaux et surtout, bah, au travers de l'expérience que j'ai eue et de l'ensemble de ma carrière, heu, mon constat, et c'est pour ça que je crée la Place Pro, c'est de pouvoir donner accès à des prestataires, heu et à de l'information et à de la formation, pour permettre, bah, je dirais à tout entrepreneur, à toute personne, de pouvoir faire des choix stratégiques avec un éclairage maximum et après d'avoir, des offres qualifiées et des prestataires. Mais ça va du domaine, alors on parle de d'IA aujourd'hui et de technologie, bah, ça le couvre bien sûr parce qu'il y a des enjeux majeurs, y compris pour les TPE, les PME et surtout pour les TPE et les PME, sur toutes ces évolutions. Mais ça va aussi sur tous les autres métiers où pour moi, le caractère de confiance, d'échange,
de proximité entre un émetteur et un récepteur peuvent être un prestataire et son client, et ben, va être de plus en plus important parce que moi, je viens d'un métier du contact, puisque tu parlais de France Fourniture avant, et France Fourniture et quasiment l'ensemble de ma carrière est basé sur la télévente et la vente à distance. Donc, c'est un métier de contact où je dirais l'information, la qualité, la fluidité de l'information est majeure. Et on va être de plus en plus là-dedans, on est de plus en plus là-dedans. Et donc, l'idée, c'est un peu globalement ça. Si on parle de la partie France Fourniture, moi, ça fait, comme je disais, 25 ans, 30 ans que je fais de la vente et que je fais de la vente à distance, que je dirige des opérations en étant actionnaire minoritaire ou majoritaire des entreprises. J'ai toujours été très attentif aux data, aux chiffres. J'ai quand même une certaine expertise en termes de CRM et de fonctions automatisées. Et donc, voilà, l'avenir de nos métiers, parler de l'avenir des experts comptables, mais je dirais que l'avenir des métiers de manière globale est orienté sur notre capacité demain à maîtriser finalement toutes ces bonnes pratiques. Voilà. OK, et toi alors, c'est quoi les outils IA que tu utilises, au quotidien? Alors, les outils IA, on en utilise un certain nombre et à différentes échelles de l'entreprise. Euh, on utilise de l'IA conversationnelle. Je dirais qu'aujourd'hui, quasiment 100% de nos échanges, de nos transactions, mais nos échanges aussi quotidiens sont retranscrits, ce qui nous permet au niveau du CRM d'amalgamer et de concentrer de l'information qui nous resserre après à tous les processus du fonctionnement commercial. C'est-à-dire que on est passé d'une ère où on travaillait en disant j'appelle les gens, je prends des informations, je fais des remarques, à une ère aujourd'hui où nous, tout est retranscrit, analysé, tout ça mixé avec du scoring client qui est lui-même automatisé, qui nous permet clairement sur cette partie-là maintenant d'être dans du prédictif de business. C'est-à-dire que même si on vend des consommables bureautiques, même si on vend des produits, je dirais, du mobilier de bureau, enfin tous des produits qui sont assez communs, aujourd'hui, on travaille quasiment 100% en prédictif, c'est-à-dire que au regard de l'industrialisation de nos données, on peut savoir à partir du scoring client, de la périodicité, de la monétisation de son profil, être capable de quasiment savoir ce qui nous attend aujourd'hui, demain, la semaine prochaine, dans un mois, bien sûr à périmètre constant, c'est-à-dire que les gens soient là et qu'on fonctionne et qu'on soit toujours écouté par nos clients. Ça, c'est une partie, donc on va dire sur la partie business. Sur la partie finance, bah, on a un pilotage au travers de l'IA avec beaucoup de KPI maintenant qui sont pilotés par l'IA, pareil sur nos prévisions et sur nos capacités d'achat, la manière dont on achète et ainsi de suite. Et puis, on a eu une grosse révolution en ce qui nous concerne il y a 1 an, puisqu'on a intégré le recouvrement automatisé. Et parce que c'est le nerf de la guerre un peu chez nous. On a beaucoup de transactions, mais d'un petit montant. Ce qui fait que le nerf de la guerre restant quand même d'encaisser pour faire vivre une entreprise, c'était très chronophage chez nous. Ça mobilisait 2 personnes. Et là, depuis 1 an, on est sur la solution Bilabex et avec un agent IA, Camille, qui nous accompagne au quotidien et qui permet vraiment un grand changement là-dessus. Donc, ça nous permet aussi aujourd'hui, parce qu'on va passer cette étape, d'avoir le prédictif aussi sur nos encaissements parce qu'on a une finesse de DSO beaucoup plus intéressante. On a amélioré la DSO de quasiment 7-8 jours, donc ça va parler à l'expert comptable, et c'est crucial. Donc voilà. Donc ça, c'est les 2 principales parties. Sur un volume de combien de factures traite ton agent IA, Bilabex? Aujourd'hui, nous, on émet entre 800 900 000 factures mois. Donc quand on a démarré il y a 1 an, on avait un stock de factures qui était environ de 1600 1700. Donc voilà, il y a pas besoin de faire de calcul savant, ça veut dire qu'on avait un DSO assez important et qu'on avait pas mal de retard. Ou du moins qu'on avait du retard qui se décalait parce que même si on le fait bien, et on avait de l'expertise là-dessus, la notion humaine dans ces critères-là fait qu'on mécaniquement, il y a des décalages qui se créent et la gestion des priorités est pas toujours optimisée. Là, on a quelque chose où le stock maintenant est d'environ 1000, 1200, c'est-à-dire que ça s'épure très vite.
On a un DSO qui est revenu quasiment à 47-48 jours, donc qui est très, très raisonnable et très bon en termes d'objectifs cibles dans notre métier. Et puis surtout, plus rien n'est oublié. Et ce que ça a changé fondamentalement aussi, et ça, on peut vraiment le lier à l'IA, c'est que nous, on a beaucoup d'interactions équipes. Qu'est-ce qui peut occasionner un retard d'encaissement? C'est une erreur sur la facture, une contestation, un problème d'adresse. Donc, toutes des choses qui s'accumulaient chez nous par le passé. Bon, créer des tickets, le commercial avait un ticket, la finance avait un ticket. Et ça prend du retard. Aujourd'hui, tout ça est orchestré par l'agent, par Camille. Et donc, elle loupe rien. Et tant que vous ne lui répondez pas, elle va vous relancer. Et moi, ce que j'ai constaté, pour parler des équipes, c'est que l'assimilation s'est fait de manière assez rapide. Alors, certes, ils étaient déjà habitués à l'intégration de l'IA au travers, vous parliez de Lexi tout à l'heure, puisque nous, Lexi est intégré dans tous nos process. Nos commerciaux travaillent aussi avec du prédictif conversationnel, dans le sens où quand ils prévoient un appel avec un client, ils ont un mini rapport contextuel de ce qui s'est fait et donc de préconisation sur ce qui devrait se faire. Donc, ils étaient déjà très sensibilisés, mais aujourd'hui, la réactivité est accrue, c'est-à-dire autant on mettait un peu de temps à répondre à sa collègue de boulot qui est dans le bureau d'en face qui faisait le recouvrement, autant là, on répond de manière quasi instantanée à Camille parce qu'on sait elle va pas nous louper, qu'elle va vite. Et donc, je pense que c'est un cercle vertueux qui s'est installé avec une très bonne assimilation. Et Jean-Marc, j'ai une question à te poser que je t'ai jamais posée, maintenant que doit faire 1 an qu'on se connaît. La première fois que je t'ai présenté un agent IA et je t'ai dit: «Qu'est-ce que tu penses de l'installer chez toi et il va s'occuper de ton recouvrement?» En fait, la question c'est: pourquoi tu m'as fait confiance? Pourquoi tu nous as fait confiance? C'est-à-dire, ça fait peur, hein, de se dire: «On va installer un agent IA, il va s'occuper du recouvrement». On peut se dire: «Ah, il peut faire des boulettes», c'est quand même, critique, c'est du cash, c'est de l'encaissement. Pour plusieurs raisons, si j'essaye de les mettre un peu dans l'ordre. La première raison, c'est que, comme je disais, quand on est déjà dans la data, quand on est sensibilisé aux automatismes, aux workflows automatisés, et moi, depuis quelques années, vraiment, mon chemin, c'est de dire, c'est pas de remplacer les gens, c'est de leur apporter du confort, c'est d'apporter de l'optimisation sur les process et les processus de l'organisation, c'est de développer notre activité et nos business, parce que je l'ai évoqué tout à l'heure rapidement, mais on fait aussi de la prise de rendez-vous, de la création de leads pour des tiers au travers de la place pro. C'était d'apporter, donc ça sensibilise déjà. Donc déjà, on a une ouverture qui fait que la tech fait pas peur, automatiser et déléguer fait pas peur. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que, pour que ça fonctionne, et donc ça enlève aussi une partie de la peur, c'est qu'il faut que ta data si ta data est à peu près bien rangée, bien structurée, et que tu sais que, le contact dans 70%, 90% des cas est le bon, t'as pas peur de l'automatisme parce que tu vas relancer la bonne personne au bon moment. Et alors que si c'est le fouillis dans ta base de données, que tu as pas les bons interlocuteurs, fatalement, le processus d'automatisation peut être moins intéressant. Donc, il y avait toutes ces raisons-là. Il y a une autre troisième raison, c'est que c'est aussi un peu l'objectif de la place pro, dont on parlait tout à l'heure, de relier des gens et d'avoir du partenariat de confiance. Et on a été présenté par un partenaire de confiance. Donc, fatalement, la relation, elle se match beaucoup plus vite. Puis 2, parce que tu pitches hyper bien ta solution et que derrière, tu nous as aussi toi-même mis en confiance par rapport à la maîtrise de l'outil et ta connaissance métier. Parce que pour voir beaucoup de solutions, pour discuter avec beaucoup de gens, pour être moi-même en ce moment dans la migration, un petit clin d'œil à Jonathan, j'ai encore EBP en compta, Jonathan. Donc, et, et, et je veux en sortir, mais Dommage pour toi, ouais. pour Ouais. toutes les raisons, voilà, pour toutes les raisons que tu évoquais, c'est-à-dire de pouvoir aller plus loin dans les automatisations, dans les flux, et fatalement, c'est cette connaissance que tu avais de ce que tu vendais en termes d'IA, mais aussi en termes de recouvrement. C'est-à-dire l'approche, le fait que vous aviez les choses. Et ça, pour moi, c'est important. C'est-à-dire quand on parle de quelque chose, quand on porte un projet, quand on porte une solution, j'arrête d'être
au cœur ou d'avoir la compétence, la connaissance, ou du moins d'être allé chercher les bonnes infos pour savoir où ça va faire mouche. Et donc, clairement, c'est ça. C'est pour ça que je vous ai fait confiance et que aujourd'hui, au-delà de vous faire confiance, j'encourage toutes les TPE, les PME à courir vers ce genre de solution. Bah, merci encore pour ta confiance. Et tiens, tu parlais de migration de BP et d'outils comptables. Bah, tiens, vu qu'on a un expert comptable et on va dire un CFO à temps partagé avec nous, et qu'est-ce que tu attends de l'expert comptable maintenant par rapport à l'ancien expert comptable avant IA? Mmh. Alors, ce que j'en attends, c'est pareil, c'est assez simple. C'est que moi, ce que j'attends aujourd'hui, les outils vont globalement nous donner aujourd'hui une vision, calcule de plus en plus vite, nous donne des KPI. Et nous, on a Zoho CRM et la suite Zoho pour le fonctionnement de tous nos métiers. Et c'est vrai qu'on a développé dans Analytics beaucoup de KPI, beaucoup de suivi, que ça soit individuel sur nos collaborateurs. Ma logique aussi, c'est de toujours donner à l'ensemble de nos collaborateurs leurs principaux tableaux de bord pour qu'ils s'autopilotent et qu'ils aient de la vision globale. Moi, ce que j'ai toujours reproché jusqu'à il y a quelque temps à tous les environnements, et y compris aux experts comptables, c'est que en fait, on avait du bilan, quoi. C'est-à-dire qu'on avait un tableau de bord en début d'année qui nous disait ça fait du prévisionnel, il y a de l'abonnement. C'était rarement, enfin selon les experts comptables, hein, j'entends bien, mis à jour, interactif. Donc j'ai finalement moi toujours fait mes tableaux à côté, mes prévisions à côté. Donc ce que j'attends aujourd'hui en 2025 et encore plus en 2026-2027, c'est qu'on sait très bien qu'avec tout ce qu'on vient de dire, l'IA, les outils de plus en plus performants, j'ai une démo Pennylen le 10 décembre, euh, et tout ça mis bout à bout, moi ce que j'attends de l'expert comptable, c'est que périodiquement, il puisse m'aider à lire ces indicateurs, il puisse m'aider à prendre des décisions stratégiques avec une prise de hauteur et un recul que je vais peut-être pas avoir à l'instant T. Pouvoir des fois calmer mes ardeurs ou calmer ma le fait que moi je suis à la base, je suis quelqu'un de très positif et de très proactif, donc de dire de temps en temps, de challenger les prises de décision. Parce que c'est pareil, l'IA va déjà permettre de le faire. Au quotidien, moi je rentre de plus en plus, j'essaie de rentrer de plus en plus d'assistance IA pour déjà au quotidien challenger les idées qu'on peut avoir, challenger les projets. À un moment donné, l'expert comptable, il doit apporter une vision d'expertise ultime parce qu'il nous connaît, parce qu'il est censé nous connaître, le nôtre, parce qu'il est censé connaître notre métier au travers des différentes années qu'il a étudiées et pouvoir nous appuyer sur des décisions stratégiques et nous appuyer parfois dans la prise de décision factuelle sur certains axes. J'espère qu'il va nous écouter, ton expert comptable. Alors, je travaille à son changement aussi parce que c'est marrant. J'ai tout à fait écouté Jonathan sur les changements de métier et les évolutions de métier. Oui, il y a des métiers qui vont plus vite disparaître que d'autres. Je pense que chez les experts comptables, comme chez nous, oui, si on veut parler de chiffres humains, moi, il y a 3 ans en arrière, j'avais une quarantaine de commerciaux à distance. Quand je dis commerciaux à distance, ça soit pour la vente sur France Fourniture, sur le business développement, sur les activités Piwi ou Oria. Donc, on était ça, un certain nombre. Aujourd'hui, on est quinzaine de moins pour la même production. Et ça, c'est vraiment tous les atouts de l'IA, toutes les automatisations, tous les workflows, donc toute l'efficience que ça a apporté. Je pense sincèrement que ça va être pareil chez les experts comptables. Est-ce qu'on peut décemment aujourd'hui attendre 15 jours, 3 semaines pour avoir le tableau de bord mensuel? Est-ce qu'on peut toutes des choses comme ça? Alors, je pense que c'est pas qu'un problème d'expertise comptable en termes de bureau. C'est aussi des fois des questions de structure, d'organisation, de plein de choses. Mais voilà, je pense que ce que je vais attendre de mon expert comptable, c'est qu'il m'apporte de la technicité là-dessus, technicité, pardon, là-dessus, et qui va me permettre de réagir. Moi, j'aime bien piloter j'ai un métier qui fait qu'on pilote au jour. Je pilote un chiffre d'affaires au jour, de l'activité au jour, que je cumule à la semaine, que je cumule au mois, et que je projette. Et moi, aujourd'hui, l'IA, et j'étais déjà comme ça, mais l'IA l'amplifie. Moi, aujourd'hui, je vais être dans le prédictif. Je vais pouvoir dire à mes collaborateurs, voilà, si tu viens bien tous les matins, que tu as la pêche tous les matins, que tu es content de venir, eh ben, si tu fais tout bien ton job, tu vas atterrir ici à la fin de la semaine, à la fin du mois, à la fin de l'année.
Parce que moi, je fonctionne comme ça et qu'à mon avis, ça apporte du confort, de la sérénité, du bien-être au travail, de savoir où on va. Dans notre métier à nous, hein, bien sûr, je le ramène par rapport à notre métier à nous et ce qui est notre rythme et notre manière de travailler. Il y a des entreprises grâce, en fait, au temps gagné, ça leur a permis de baisser leurs coûts et donc de baisser le prix de leurs services et en baissant le prix de leurs services, ils ont gagné encore plus de clients. Ce qui fait qu'en fait, ils n'ont pas eu à réduire le nombre de collaborateurs. Parce que je veux quand même rebondir sur ça. Il y en a beaucoup qui disent que l'IA, ça va détruire beaucoup d'emplois et cetera et je suis pas forcément d'accord avec ça. Moi, je pense que l'IA va faire gagner en productivité comme la vague, d'automatisation qu'il y a eu, il y a un siècle environ. En fait, l'industrialisation permet la réduction des prix, ça permet une déflation et cette déflation permet une augmentation de la consommation. Donc au final, on garde la même charge de travail, mais le consommateur final a encore plus de services et encore plus de biens. Et donc on arrive vers ce qu'on appelle une ère de l'abondance et on la vit déjà, hein, aujourd'hui. Vous savez, vous comparez votre niveau de vie maintenant et il y a un siècle. Aujourd'hui, vous pouvez manger à votre faim autant que vous voulez, vous pouvez acheter autant de bouteilles de coca que vous voulez, vous pouvez, enfin, c'est bon, bien sûr, il y a toujours des pauvres, il y a toujours et cetera, mais ce que je veux dire, c'est que le niveau de vie a quand même bien évolué en un siècle. On est quand même beaucoup mieux lotis. Non, non, mais je te rejoins sur ce point-là, si je peux, conclure sur ce sujet. Quand je parlais tout à l'heure d'effectifs, je te rejoins. C'est-à-dire que nous, c'était simplement un passage où, à une époque, dans notre métier, on était obligé d'avoir beaucoup de gens pour générer beaucoup d'appels de calls froids, alors qu'aujourd'hui, l'IA, les assistants IA, les réunions conversationnelles gèrent ça. Mais où je te rejoins, c'est que sur les activités connexes et annexes qu'on développe, on va là à nouveau recruter parce que cette Voilà, automatisation c'est ça. nous permet de toucher des marchés qu'on ne pouvait pas toucher avant, parce qu'on n'était pas structuré ou pas dimensionné. Et moi, je pense aussi que enfin, la grande vague d'espoir et de développement dont tu parles, elle est aussi liée au fait que moi, je le vois, je suis plus âgé que vous trois. Bah, aujourd'hui, c'est génial. Il y a des choses que j'aurais souhaité, rêvé de faire il y a 10, 15, 20 ans. Et aujourd'hui, bah, ça ouvre des champs de possibilités, champs d'action, de champs de développement qui sont quasiment Oui, infinis. parce que ce qu'il faut dire, c'est que quand tu as des sociétés où tu as 30 commerciaux, tu as besoin de 30 commerciaux pour faire tourner le business et que tes marges, elles sont ridicules, ah ben, en augmentant tes marges grâce à l'IA, bah, en fait, tu sauves carrément le business, en fait. Là Bien où tu sûr. aurais peut-être fait faillite et tu aurais tué peut-être 50 emplois, et ben, en fait, peut-être t'en détruis que quelques-uns, mais tu détruis pas tout. Et même le fait de te relancer va te permettre de recommencer un cycle de recrutement et donc c'est ça qu'il faut voir. Et les gens voient que la destruction court-termiste, en fait. Mais c'est Et en fait, exactement il y ça. a même pas de destruction court-termiste. Aujourd'hui, la plupart des jobs qui sont détruits, c'est même pas à cause de l'IA. L'IA, elle a comme disait, un précédent invité, l'IA, elle a bon dos. En fait, aujourd'hui, une boîte qui va mal, elle va cutter et elle va dire qu'elle fait des économies grâce à l'IA, grâce à l'automatisation. Mais en fait, c'est juste qu'elle va mal et que c'est plus vendeur de dire à tes investisseurs: «Regardez, j'ai viré 10 des effectifs grâce à l'IA», que de dire: «Non, en fait, le business va mal et on a dû larguer 10 des effectifs». C'est quand même une meilleure histoire à raconter. Tout à fait. Alors du coup, les gens entendent ça et se disent: «Ah, l'IA détruit massivement des emplois». C'est faux. Non, non, bien sûr que c'est faux. Et dans tous les cas, si tu me permets de rebondir, il y a 2 choses. Il y a un, c'est exactement ça, c'est-à-dire que si tu vas mal et après c'est l'utilisation que tu fais de l'IA et la manière dont tu t'entoures de bons experts pour d'abord analyser ce dont tu as besoin et ce que ça va permettre de faire. Et ce que tu viens de décrire, c'est exactement ce qui s'est passé pour FF. Il y a 5 ans, 6 ans, moi je venais déjà j'avais déjà une grosse activité sur les CRM, une grosse activité sur la data et quand on s'est rapproché avec Philippe, le dirigeant à l'époque de France Fourniture et qu'on s'est associé sur France Fourniture, l'idée c'était ça et je pense que si on n'avait pas pris le chemin de l'automatisation, le chemin des workflows automatisés et l'intégration de l'IA, on serait peut-être plus là aujourd'hui parce que le modèle a dû évoluer, est obligé d'évoluer. Après, comme je dis tout le temps, le vrai débat, c'est d'être bien entouré au départ, d'avoir des bons conseillers, d'avoir une bonne approche de qu'est-ce qui est automatisable et qu'est-ce qu'il faut automatiser. Le fait n'est pas de dire je veux tout automatiser et je veux mettre
de manière effrénée de l'IA partout. C'est où est-ce que ça va m'apporter un ROI réel et rapide, et où est-ce que dans les process, ça va me permettre de fluidifier des choses qui vont me permettre de gagner, comme tu dis, de la compétitivité. C'est pas de faire des économies, c'est gagner de la compétitivité l'enjeu. Exactement. Et toi, Mathieu, toi, tu es CEO et fondateur d'Airporting. Bonjour à tous, bonjour Jonathan, bonjour Jean-Marc, bonjour Yacine. Je suis, moi basé à quelques 10 000 kilomètres, plus au nord, que Jonathan à Paris, et j'ai monté, en effet Airporting est à la fois une agence, de CFO à temps partagé. On a désormais une petite brique expertise comptabilité depuis peu et on développe, depuis quelques années un outil qui permet d'automatiser toute une série, de tâches, dévolues au CFO, sur la partie reporting et sur la partie modélisation et on commence à intégrer nos 1res, fonctionnalités IA, justement. Hem, on sert aujourd'hui une cinquantaine de sociétés, principalement dans la tech parisienne, mais finalement, notre méthodologie, nos outils et l'intelligence artificielle, elle peut servir, la totalité des sociétés, de France et de Navarre et en réalité, progressivement, on est ravis de pouvoir accompagner les entreprises de tous secteurs confondus. Mathieu, je travaille avec toi depuis une dizaine d'années, on va dire. Quand on a commencé à travailler ensemble, bon, tu nous as automatisé tout le dashboard financier. Il n'y avait pas d'IA à l'époque, tu faisais ça sans IA. Euh, Aujourd'hui, comment tu travailles? Qu'est-ce qui a changé? Je vais donner peut-être un exemple qui nous a, révolutionné notre productivité, qui est activée depuis quelques mois désormais. Heu, Peut-être que pour les gens qui ne le connaissent pas, Notion est un outil de documentation d'entreprise, qui fonctionne sous forme de wiki. Donc en fait, on crée des pages, on crée des liens, on documente les process, les méthodologies, présentes au sein de l'entreprise et depuis peu, eux ont injecté un agent IA, et là, bah, il y a plusieurs façons dont on peut se servir de l'intelligence artificielle, mais je dirais que chez Airporting, ce qui a été, game changer dernièrement, c'est le fait de pouvoir, mettre en commun, toute l'intelligence collective des, collaborateurs dans l'entreprise au fur et à mesure des échanges avec nos clients, avec nos prestataires, avec nos fournisseurs, avec nos partenaires bancaires, avec nos partenaires investisseurs. On récupère de l'information, qui est juste absolument essentielle, qu'on peut désormais partager au plus grand nombre. On peut proposer toute une série de tips, d'astuces issus de notre expérience de CFO. On peut la partager à d'autres clients, via l'intelligence artificielle qui permet de mettre en commun, de grandes sources d'informations, en simplement posant des questions. Enfin, c'est notre chat GPT interne si vous voulez, mais avec de l'expérience terrain, concrète, et totalement activable. Donc ça, c'est fortement, ça nous a fortement changé la vie. En termes de partage de connaissances, au lieu d'avoir, un seul cerveau qui doit, systématiquement, former ses équipes et repartager l'info, maintenant tout est, centralisé auprès d'un cerveau, artificiel en réalité. Tu poses ta question sur Notion et elle te répond en fonction de data que tu lui mets à disposition, c'est ça? D'échanges et d'expériences passées et concrètes, de si tu veux d'actions terrain qu'on a pu, mettre en place. On citait Penny Lane, tout à l'heure Jonathan et c'est en Tu effet pourrais nous le donner un exemple? Un exemple ouais, concret, juste un exemple. bien sûr. Typiquement, Penny Lane est un excellent outil qu'on utilise quasiment à 95 chez les sociétés qu'on accompagne. C'est un outil qui est extrêmement puissant, mais il est, hem, incomplet sur, certaines sections. Bah, Jean-Marc parlait tout à l'heure, typiquement sur la partie relance client. Heu, Ils ont un module de relance automatisé qui peut faire un démarrage de travail, mais fondamentalement, il ça peut manquer d'énergie, lorsqu'il faut aller, chercher plus de créances clients qui sont dehors et donc de mon expérience métier, de CFO, je sais qu'il existe plein de solutions complémentaires à Penny Lane permettant d'aller,
mettre le DSO et le recouvrement client sous contrôle. Il y a typiquement, des agents IA, dans la relance tels que Billabex qui existent par le marché. Il y a des agences de recouvrement humaines, mais qui fonctionnent très fortement avec le digital. Il y a les solutions d'affacturage. Bon, tout ça, c'est de l'intelligence, humaine que autrefois, je devais systématiquement, unitairement indiquer à chaque collaborateur, à chaque client lorsqu'il me posait la question. Grâce à l'IA, c'est, mis en commun, packagé, proposé, on voit qu'il y a un besoin sur la partie, recouvrement client qui est identifié parce que le DSO s'est enflammé et hop, petit WhatsApp, voici les solutions que l'on peut te proposer. On a constaté ça comme problème. Voici les solutions qu'on a pu mettre en œuvre. Est-ce que ça te dit d'en discuter? Est-ce que tu as d'autres outils que tu aimes bien, en tant que DAF? Oui, alors plus orienté, DAF et donc, au sein de ce que font les directeurs financiers, au sein de la fonction finance, d'une entreprise. Si, je zoome un petit peu, il y a une bonne partie du métier, qui est dévolue à ce qu'on appelle communément en français le contrôle de gestion. En anglais, on trouve souvent le terme de FP&A, Financial Planning and Analysis, qui est en gros, le fait de vérifier que la comptabilité est fiable, elle est actionnable et elle correspond bien, aux idées business, aux enjeux business que nous avons. C'est globalement ce que le contrôle de gestion permet de faire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est fait. Enfin, historiquement, ça a été fait de façon très manuelle. On payait, des contrôleurs de gestion. Dès que vous aviez, une certaine taille, vous deviez empiler, un contrôleur de gestion, puis 2 contrôleurs de gestion, un directeur d'abord, financier, à temps partagé, puis un directeur financier à temps plein, et cetera, et cetera. Aujourd'hui, il commence à y avoir des outils qui sortent sur le marché. Nous, on en développe un. Je vais pas avoir la prétention d'avoir le niveau d'avancée de l'outil que je vais vous, donner ici. Il s'appelle Kudoa, Kudwa, et en fait, c'est leur motto, c'est de faire un agent, IA dédié au métier du FP&A. Donc il siphonne vos données comptables et financières et à partir de là, ils vous préparent une bonne partie du contrôle de gestion. Ils vous identifient, que, tel poste de dépense, a explosé, sur le mois dernier parce que, mais il est allé analyser les factures et il s'est aperçu que c'est normal, que c'est parce que c'est aussi dû à un pic d'activité. On a dû recruter beaucoup plus en sous-traitance pour compenser. Il va, vous dire que, sur tel compte bancaire, a priori, il faut faire vraiment très attention parce que, vu les prévisions, celui-ci va tomber dans le rouge, dans une semaine et il faut le réapprovisionner. Ce genre de sujet, c'est des sondes IA à partir de votre donnée financière et un outil tel que Kudoa peut faire, gagner pas mal de temps au sein des structures et je peux le recommander. Et quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut intégrer l'IA dans sa gestion financière? On voit que Jean-Marc, il a l'air plutôt bien avancé, mais je pense pas que tous les directeurs, des opérations ou tous les DG soient aussi avancés que Jean-Marc. Oui, il y en a un. L'IA, il ne faut l'installer qu'après s'être assuré à 100 que les données sur lesquelles vous allez la faire travailler, elles sont fiables et c'est vraiment le premier enjeu. Fiabiliser la donnée, c'est très souvent compliqué pour, énormément de sociétés et je veux Mais dire est-ce qu'il que faut l'IA, déjà elle peut pas aider à fiabiliser sa donnée aussi? elle peut probablement repérer des incohérences, des patterns qui ne fonctionnent pas, c'est sûr et certain. Hem, elle peut clairement aider là-dessus. Mais pour d'abord, il faut avoir une tuyauterie qui fonctionne correctement et les données, les entreprises en génèrent, des millions, chaque jour désormais, de plus en plus, hein. Les business se sont complexifiés au fur et à mesure que nous avançons dans le 21e siècle. C'est très compliqué de les maintenir, toujours, up to date, toujours, fiables et il y a quelques éléments à voir avant de mettre une IA qui peut l'IA peut vous vérifier la cohérence de ce que vous avez envoyé, mais je dirais qu'il y a ce travail, préalable à lui donner de l'info, qui soit cohérente. D'accord. Moi, j'ai peut-être un petit complément à apporter par rapport à ce que dit Mathieu.
Je je sais pas si c'est le bon exemple, Mathieu, tu me diras. Mais je vois en comptabilité, alors on part de très loin, mais le métier d'expert comptable ou même en entreprise, quand on fait la comptabilité, on le faisait sur du papier, on faisait du débit-crédit. Oui, Et puis aujourd'hui, avec tous les process, les outils, on tend à avoir des livraisons d'états financiers qui sont de plus en plus à jour. Et Jean-Marc, tout à l'heure, il disait il lui fallait, il fallait qu'il ait, je crois, ses indicateurs tous les 3 jours. Mais si on n'a pas la donnée financière et comptable, parce que les factures papier, elles sont encore sur le bureau à côté, on pourra avoir tous les outils IA ou pas derrière pour analyser. Si on n'a pas la donnée brute, exactement. ça marchera pas. C'est peut-être ce que tu voulais dire. Enfin voilà, c'est un peu ça. C'est complètement ça. D'ailleurs, Jonathan, toi, c'est quoi, tu penses, les situations qui nécessitent absolument une expertise humaine? Toujours dans le domaine. ma- Bon, bah du coup, dans mon domaine Dans le comptable domaine, et de fiscal, on va. l'expertise comptable. Déjà, quand tu rencontres un client, moi, quand je rencontre un prospect, évidemment, je lui demande combien de chiffre d'affaires fait sa boîte, si elle existe déjà. Je lui pose d'autres questions. Euh, Est-ce qu'il est marié? Est-ce qu'il a des enfants? Est-ce La qu'il a fait... situation patrimoniale. Ouais, alors, je fais pas de la gestion patrimoniale. En plus, il faut un agrément, alors je l'ai pas. Mais quand tu vas faire des options fiscales, tu vas proposer l'impôt sur les sociétés ou plutôt impôt sur le revenu. Est-ce que tu vas pouvoir lui activer des exonérations? À La Réunion, il y en a peut-être même, il y en a plus qu'en métropole. En fait, tu as besoin d'avoir une vision à 360 degrés de sa situation et de ses projets pour pouvoir le conseiller au mieux. Alors, je dis pas que dans 5-10 ans, l'IA pourra le faire, mais aujourd'hui, elle n'en est pas capable. Voilà. C'est là où il y a une expertise humaine à avoir. Après, le problème pour moi, pas un problème pour l'IA, mais l'une des limites aujourd'hui de l'intelligence artificielle, il est surtout réglementaire. Et je rebondis encore sur ce que disait Jean-Marc, où il disait qu'il récupérait les flux. Alors, c'est autant les mails que les appels, où aujourd'hui on peut retranscrire tout ça. Aujourd'hui, il y a certaines limitations au niveau de l'IA. La réglementation nous impose, par exemple, quand on enregistre un appel, qu'il faut prévenir la personne. Nous, en plus, on est sur une mission peut-être de conseil avec des fois des sujets sensibles. On peut pas toujours le faire. Donc aujourd'hui, demain, si on pouvait agréger toutes ces données, je suis sûr que l'IA pourrait faire des choses magiques. Euh, Aujourd'hui, on est un peu limité par rapport à tout ça. Et peut-être que même si elle avait toutes ces données, il y a peut-être certains aspects, certaines dimensions qu'elle n'arriverait peut-être pas encore à maîtriser. Bah, et toi, Mathieu, tu me dis que tes clients, en fait, ils peuvent poser une question via Notion, et avoir immédiatement une réponse, formulée par l'IA. Ah, du coup, une fois maintenant que tu as mis ça en place, du coup, à quoi tu sers? Si, tu as une IA qui répond à tes clients et si tu as automatisé le dashboard, financier? On se connaît, on se fréquente depuis de nombreuses années, Yacine. J'ai travaillé sur les 10 dernières années à détruire, une partie de ce que je faisais historiquement sur les tâches qui m'amusaient finalement le moins. Je préfère il va rester inévitablement, une expertise, des conseils humains, physiques, présents, que sur lesquels les dirigeants voudront pas avoir, nécessairement, que l'avis de l'IA. Ils vont peut-être utiliser, ils le font déjà, hein, d'ailleurs au quotidien, hein. J'ai énormément de dirigeants d'entreprise qui, avant que je leur parle, ils ont déjà, posé toutes leurs questions à Bah, des ChatGPT. fois, je veux te poser des Mais questions à toi. En fait, des fois, je te demande des questions et je veux une réponse, selon ton intuition à toi. exactement, exactement. Et donc ils ont déjà les réponses de ChatGPT, mais, d'avoir, l'humain, avec, son expérience personnelle, son expertise particulière, sa capacité à raisonner vis-à-vis de situations nouvelles. Pour l'instant, l'intelligence artificielle, elle est en grande partie fondée et basée et solidifiée vis-à-vis d'expériences passées. Quand on est face à une situation nouvelle, ça peut aussi avoir son intérêt d'avoir l'aspect humain. Donc je pense, fortement comme toi Yacine et l'intelligence artificielle, elle est vecteur, de
changements importants, hein, avec, des fonctions qui vont peut-être, être modifiées, dans le monde du travail dans le futur, mais aussi, vecteur d'opportunités, et de probablement mieux vivre, son sa vie de CFO dans le futur. Je ne prenais pas de plaisir particulier à exporter les infos de EBP dans le passé, pour sortir, le chiffre de MRR à Yacine. Je pense que c'est très bien qu'une IA puisse le faire tant qu'elle est cadrée, tant que j'ai confiance dans ce qu'elle fait, tant qu'elle fait les maîtriser et plutôt, conseiller le dirigeant sur d'autres sujets. Ça me va très bien. Et toi, Jean-Marc, c'est quand que tu as besoin de ton expert comptable? Puisque toi, tu as automatisé un petit peu ton dashboard, financier. Clairement, par rapport à la fonction pure d'expert comptable, la discussion, elle va être, je dirais annuellement ou en revue trimestrielle sur la stratégie globale et finalement la pertinence des indicateurs ou des trajectoires qu'on a fixées. Après, si je rebondis un peu sur ce qui a été dit par Jonathan ou Mathieu, c'est vrai que du côté dirigeant, alors sur des structures, je vais focaliser, même si j'ai travaillé par passage sur des grands groupes, on va dire les opérations quand même globalement sur les PME. Je pense qu'aujourd'hui, un dirigeant qui commence à s'intéresser à beaucoup de choses va avoir de plus en plus d'outils pour faire du prédictif, pour voir les choses. Et après, bah, comme vous l'évoquiez il y a quelques secondes, la pertinence, c'est justement de garder la lucidité que abondance d'informations, hein, c'est pas un vecteur de qualité ou d'objectivité derrière, et qu'il faut de toute façon avoir un référent expert. Et que le référent expert, si on parle de finance, bah, selon les tailles d'entreprise, ça va être le directeur financier, l'expert comptable, ou c'est faux. Donc, c'est de garder cette relation-là. Donc moi, à mon niveau, au niveau d'une petite PME et sur les activités que j'ai, oui, la relation qu'on a avec l'expert comptable, elle doit être une relation de confiance basée sur l'expertise qu'il a et la vision purement pragmatique de la projection des chiffres. Parce que bah, des fois, quand tu es entrepreneur ou quand tu diriges des activités, comme tu es normalement un peu passionné par ce que tu fais, moi j'ai tendance à l'être beaucoup, bah, des fois tu perds de vue certaines réalités, même si les indicateurs sont devant toi, parce que c'est humain. Ça, en revanche, c'est peut-être pas quelque chose qu'a l'IA. Chez nous, les humains, et surtout les humains du commerce, on peut avoir une capacité aussi à avoir une interprétation des données et des chiffres, pas de manière constante. C'est-à-dire, on va aussi orienter notre vision par rapport à ce qu'on souhaiterait voir, ou on voudrait voir, ou on pense que ça va donner. Moi, je l'ai en partie. Comme tu dis, le fait de faire beaucoup de KPI, beaucoup de tableaux de bord depuis des années font que bah, je me base quand même sur la data. Et je pense que peut-être une des évolutions de l'expert comptable, et là, pareil, je le ramène à la dimension PME, ça va être un peu de changer de casquette aussi. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il soit un peu moins celui qui livrait les tableaux de bord, qui livrait les chiffres, qui livrait des choses comme ça 3-4 fois dans l'année et qui facturait une presta, pour devenir de plus en plus, sur ce segment-là de métier, un vrai conseiller et un vrai DAF pas cher. Ce que je veux dire, c'est que dans les grandes structures, c'est pas un problème d'avoir un DAF. On l'a peut-être des fois en interne. Dans les petites, ouais. Ce que je veux Oui, dire, c'est 2 métiers différents quand même, DAF et expert comptable. oui, je suis d'accord avec toi sur le fond et la technique pure. Mais aujourd'hui, l'expert comptable, si il reste que dans son champ d'expertise, de dire, OK, moi, mon métier, c'est que les chiffres, ou c'est les chiffres et les prévisions, ou j'aime monter les dossiers, ou ceci, cela. À un moment donné, je me trompe certainement, mais là, bah, ça va devenir plus compliqué, parce que si tu enlèves l'aspect réglementaire, qui est de dire, bah oui, il y a l'expert comptable qui doit mettre le tampon, qui approuve les chiffres. C'est très bien. Et je pense que, et Jonathan peut le développer, si on veut trouver de l'intérêt à sa mission, si demain on veut être autre chose que celui qui valide, je prends l'exemple du notaire, il y a un moment donné, tous ces métiers-là, tu peux aussi mettre beaucoup d'IA. La loi, elle est connue, les règles, elles sont connues, il est capable de les gérer. Et donc, tu vas être expert comptable derrière ton bureau juste à mettre des coups de tampon ou à signer des dossiers, puisque l'IA aura capacité, si elle ne l'a déjà, à tout interpréter, tout gérer et tout classifier. Donc derrière, il doit apporter surtout de la vision et de l'accompagnement pour sortir
globalement les entrepreneurs de leur solitude sur ce plan-là pour apporter finalement de l'accompagnement et de l'efficacité, si ce n'est au quotidien, mais de manière périodique, sur la vision stratégique de l'entreprise. Ouais, bah, justement, Jonathan, est-ce que vous avez prévu de sortir des nouveaux services ou de faire évoluer vos services, à l'avenir? Alors je vais vous répondre, Yacine, juste pour rebondir rapidement sur ce que disait Jean-Marc. L'avantage d'un DAF par rapport à un expert comptable, c'est qu'il est a priori à 100% dans l'opérationnel ou en tout cas dans l'entreprise. Donc il peut être un peu plus réactif. Moi, je pense que je verrais, et peut-être que ça rejoint ce que vous disiez, Jean-Marc, je verrais peut-être quelque chose d'un peu plus hybride du coup dans le rôle d'accompagnement de l'expert comptable qui est pas juste effectivement de délivrer des états financiers. C'est que moi, par exemple, je prends plaisir à conseiller mes clients, être force de proposition sur comment automatiser du coup euh, s- s- les données financières, comptables et financières qu'ils pourraient avoir. Moi, quand je vais voir dans des entreprises où il y a des DAF, ils sont encore sur des process à l'ancienne avec les relevés bancaires papier où ils comptabilisent. Je pense que nous, en tant que cabinet comptable, alors en plus, on est, en théorie, on est un peu plus au fait des innovations. C'est pas le cas pour tous les cabinets. Et on a une vraie valeur ajoutée en termes d'organisation mise en place chez le client. Et ce qui peut, sans forcément remplacer le DAF, en tout cas, lui libérer beaucoup de temps. Alors, ce qu'on a aussi en cabinet, mais je vois beaucoup d'entreprises qui ont énormément de retard là-dessus et il y a beaucoup de choses à faire. Et sinon, Yacine, du coup, pour répondre à ta question, on essaie de mettre en place des nouvelles missions. C'est un vrai sujet. Moi, par exemple, cette année, j'ai essayé de mettre en place alors, il y en avait 5 ou 6, mais les bilans retraite, des reportings automatisés, des examens de conformité fiscale. Peut-être, on l'a pas encore mis en place, mais il y a peut-être un sujet sur les mandats de paiement des factures clients, notamment avec la facturation électronique. Mais en fait, tout ça, ça reste quand même autour du métier comptable et financier. Et je vois sur les bilans en retraite où j'ai dépensé pas mal d'énergie au final pour pas grand-chose. Je suis en train de me faire une autre réflexion qui rejoint ce que je viens de dire juste avant, ou peut-être aller un peu plus dans les entreprises et d'être force de proposition sur l'organisation. Alors, j'arrive pas forcément à le monétiser aujourd'hui parce que ça fait partie de la mission. Il faut que je réussisse à le monétiser. Et on a des clients, alors peut-être à La Réunion, on a peut-être un peu, enfin, plutôt TPE, PME qui par exemple, ont pas de page internet ou juste une landing page avec les réseaux sociaux. Je réfléchis peut-être à développer une offre packagée sur des besoins comme ça. Alors, on n'invente pas la poudre, mais je pense qu'il faut qu'on sorte, nous, en tant que cabinet comptable, qu'on sorte de notre cocon chiffre pur pour peut-être aller un peu plus dans la gestion. En fait, ce Et que vous vous rendez pas compte, les experts comptables, c'est que vous êtes quasiment le point d'entrée, vers les TPE-PME, surtout les TPE. C'est-à-dire que les TPE, elles ont qu'un seul contact, c'est leur expert comptable. À la rigueur, je dirais aussi la banque mais bon, les banques maintenant, elles sont en ligne et il y a moins cette relation de conseiller pour des TPE. Mais, moi, à chaque fois que j'ai créé une société, mes 2 premiers réflexes, c'est: je crée un compte en ligne, pour la banque et je prends un expert comptable. Et j'aime pas les experts comptables sur internet qui font la compta parce que, justement, on a besoin de conseils, on a besoin d'échanges. Donc je prends un expert comptable et en fait, vous êtes un point d'entrée énorme, en fait. C'est-à-dire que, en fait, au début, l'entrepreneur, toutes les questions qu'il a, bah, son premier réflexe, c'est de les demander à son expert comptable. Et l'expert comptable, on va lui demander quel outil de facturation tu me conseilles, quel CRM tu me conseilles. Il y a besoin de beaucoup d'aide en fait. L'expert comptable, c'est la première bouée de sauvetage et de secours de la TPE. on peut apporter un conseil infini. La problématique qu'on a, alors sous réserve effectivement de pouvoir d'avoir la compétence quand même, hein. On n'est pas non plus des magiciens, mais la grosse problématique, c'est comment monétiser. Parce que là, par exemple, tu vois, Yacine, tu m'as donné quelques exemples, mais le client, surtout les créateurs, où des fois il y a peut-être un petit problème de budget quand même, surtout au démarrage, où il y a beaucoup d'attentes sur le conseil.
on y répond, mais il y a beaucoup de choses en fait qu'on fait gratuitement entre guillemets parce qu'on a quand même une mission à côté, mais que d'autres professionnels en fait des clients vont peut-être se tourner vers d'autres professionnels alors que le cabinet comptable est déjà capable de le faire. Mais en fait, les autres professionnels sont peut-être un peu plus forts que nous au niveau marketing et arrivent à développer plus de valeur ajoutée en tout cas dans le rendu. Si je peux me permettre là-dessus, Bien sûr. parce que c'est vrai ce que disait Yacine, moi j'ai créé ma première boîte à 21 ans et mon souvenir, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, bah, j'ai décidé un matin de créer une boîte, on m'a conseillé un expert comptable, je suis arrivé et il s'appelait Jean-Paul Simoins, un gros cabinet à Lyon, c'est Gesco et en fait, ce Jean-Paul m'a accompagné pendant quasiment les 10 premières années et c'était exactement ça. Et j'avais une question, je lui posais et c'était une bible. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'ils voulaient tous quelque part être contents parce que quelque part tout à l'heure on disait la comparaison avec le DAF qui est dans une boîte qui a finalement, bah, il maîtrise totalement l'environnement de la boîte, le métier, tout ça, mais finalement, bah, voilà, il est dans une bulle. Heu, vous, l'avantage que vous avez, c'est que le fait que vous voyez beaucoup d'entreprises, il se passe beaucoup de choses et quelque part, tout à l'heure, Mathieu disait: «On a mis toutes les expériences dans notre nouvel outil, tout ce qu'on entend, tout ça», donc ce qui fait qu'on offre à nos clients aujourd'hui des réflexes, directs, par rapport à des questions posées ou des problématiques posées. Quelque part, l'expert comptable, c'est ça aussi. C'est ça, mais avec sa mémoire et peut-être qu'aujourd'hui, c'est marrant parce que Yacine, qui est quand même, on va pas le reprocher d'être anti-tech, nous dit, bah, je vais pas aller chez un cabinet comptable en ligne parce que je veux finalement un humain en face de moi en qui j'ai confiance et qui va m'apporter de l'information que je vais pouvoir appeler quand j'ai un petit doute, un petit confiance, un petit manque de confiance sur un sujet ou que je veux finalement challenger mon idée. Et peut-être que c'est ça aussi qu'il faut sauvegarder et encourager, parce que si je fais le parallèle avec notre métier, moi je prône à fond l'utilisation de la techno, je prône à fond l'utilisation de l'IA et de plus en plus, je parle aussi par rapport aux missions de prise de rendez-vous, de création de leads et de développement de business pour tous les clients qu'on accompagne sur Piwi. Moi, aujourd'hui, je mets à la fin l'humain, c'est-à-dire que quelque part, le business développeur qui va valider la relation, qui va valider le rendez-vous, qui va valider la transaction, c'est un humain pour tout ce qu'on vient de dire, la sensibilité, la compréhension de la situation. Et même si, ok, l'IA, elle le fait certainement déjà, elle le fera certainement très bien demain, heureusement quand même qu'on a encore envie tous, on n'a pas envoyé nos hologrammes aujourd'hui au podcast. On est venu en Moi, personne. j'en ai un. Donc ça veut dire quelque part que bah, on aime bien aussi se parler, qu'on se fait confiance dans l'échange. Donc je pense que vous parliez, Jonathan, il y a 5 minutes de marketing. Je crois que c'est aussi ça avant tout le vrai sujet. C'est-à-dire que et les vitrines, les réseaux sociaux où on est tous, nous le montrent tous les jours. Si on veut pas être noyé par le bullshit, pardonnez-moi les termes, ou si on veut pas être noyé par les pseudo-experts, les pseudo, je sais tout, peut-être qu'il faut aussi que bah, les artisans du chiffre, que sont les experts comptables, se créent aussi un peu une nouvelle posture et des nouvelles gammes de Euh, produits, la manière de les approcher. Mathieu, aujourd'hui, pour se payer un DAF, et c'est un rôle primordial d'avoir un DAF dans son entreprise, c'est qu'à partir d'un certain montant de chiffre d'affaires, on commence à avoir les moyens de se payer un DAF et encore à temps partagé au début. Mais pour moi, le rôle du DAF, il est important même pour des très très petites boîtes qui ont presque pas de chiffre d'affaires. Comment tu peux concilier ça et encore plus grâce avec l'apport de l'IA? Ah, c'est toujours les Jonathan évoquait, les difficultés qu'on peut avoir en tant qu'expert comptable que j'ai aussi par ailleurs, sur le fait d'aller monétiser, des services, qui apportent, une vraie valeur aux entreprises. Lorsqu'on est, la façon avec laquelle j'aborde le sujet lorsqu'on est sur une taille d'entreprise limite, où le besoin il est là, mais économiquement, c'est difficile de faire passer, l'addition, on va dire. L'une des façons de résoudre l'énigme, on va dire, c'est de travailler en partie avec l'intelligence artificielle et d'essayer de faire en sorte de donner, le plus de moyens possible à l'entrepreneur pour qu'il réalise lui-même avec
le moins d'accompagnement possible qui est coûteux, hein, du directeur financier à temps partagé. On essaie de faire en sorte de lui mettre en place les outils, les systèmes, le former à ces outils et à ce système et derrière, de faire en sorte qu'il soit le plus autonome et qu'il puisse compléter sa formation, se faire aider par des solutions à base d'intelligence artificielle. Ça doit pouvoir, l'intelligence artificielle, aider à réduire la barrière, économique, qui existe, pour faire, le passage, de Et donc encore du une fois, au lieu de détruire des emplois, l'IA permet d'adresser un secteur que tu ne pouvais pas adresser. C'est le secteur, le marché le segment de la TPE, c'est la ça, très, très petite entreprise. Et là, ça te permet, de te créer une nouvelle activité et donc potentiellement d'embaucher pour développer ce segment. complètement, complètement. La conviction, c'est que la tech et l'IA pourront, voilà, retranscrire une partie de ce que fait le CFO aujourd'hui à une échelle, qui fonctionne pour des toutes petites sociétés. Ça permettra de C'est faire un bridge et de faciliter le bridge. c'est vraiment très intéressant ce que dit Mathieu là. Et parce que en fait, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, mais on demande aujourd'hui aux entrepreneurs et surtout sur les TPE et petites PME, finalement, d'être le directeur financier de leur boîte. Pour la majorité, ils n'y ont jamais été formés et ils n'ont pas d'appétence pour. Donc, on subit la finance, en fait. Et demain, avoir des outils où finalement, tu peux avoir un DAF partagé sous forme, que ce soit une appli ou un accompagnement, plus de la formation, je pense que c'est un élément essentiel demain dans les outils d'intégration pour amener de la performance. Parce que en plus, les gens sont demandeurs. Enfin, moi, je sais qu'aujourd'hui, je m'intéresse à beaucoup de choses. Je me suis intéressé de par la carrière à la compta, à beaucoup de choses. Mais de là à dire que je suis passionné, il y a un grand pas. Donc, ça veut dire que ton rôle quand tu es dirigeant, c'est avant tout d'orienter ton commerce, de développer ta commercialité pour certains métiers ou la technique pour ceux qui fabriquent. Et c'est pas tout le temps, voire quasiment jamais d'être un financier. Ouais. Merci à tous, mais cet épisode touche à sa fin. Encore une fois, si vous avez apprécié ce podcast, un petit effort, 5 étoiles sur Spotify, Apple, Deezer, et n'oubliez pas de liker sur YouTube. Et rendez-vous au prochain épisode. Bye! Merci à Yacine. tous, Au revoir. salut.